Bonjour François Cros. Bonjour. Est-ce que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, bénéficie du happening à Sciences Po, du happening dans les universités, du happening et des interdictions, toutes les polémiques qui naissent autour des interdictions de conférences? Absolument pas. On voit bien que la France insoumise a échoué à imposer son hégémonie en imposant à toutes les autres forces de gauche une liste unique. Ça a été leur échec de la fin de l'année. Chaque courant de la gauche et de la NUPES est parti tout seul, et aujourd'hui, ils sont réduits à peu près au même score qu'ils avaient déjà en 2019. Et face à l'échec qui s'annonce, la stratégie, c'est déjà de penser à 2022 et à lancer une campagne. À 2027. À 2027, bien sûr. Ils peuvent penser à 2022, ça met... Oui, puisqu'ils rêvent, nostalgie. Ils rêvent bien sûr de pouvoir réitérer le score exceptionnel de Mélenchon en 2022. Et donc là, l'objectif, c'est de s'inscrire déjà dans une stratégie de mobilisation de deux catégories de la population qui leur sont assez acquises, c'est-à-dire les jeunes, notamment d'origine maghrébine ou d'origine étrangère, qui vivent dans les banlieues et qui sont très sensibles à la cause palestinienne, et puis les jeunes étudiants qui sont globalement aussi très marqués à gauche. Ce qui est très frappant, effectivement, quand on regarde les derniers rollings, c'est que l'électorat insoumis semble peu mobilisé, en tous les cas, beaucoup moins que lors du scrutin de 2019 et beaucoup moins que lors du scrutin de 2022. Oui, alors il faut comprendre que comme tout scrutin, on est sur un scrutin intermédiaire dans lequel, au fait, les enjeux européens sont pas les plus captivants, aussi bien pour les électeurs insoumis que pour d'autres. Donc la vérité, c'est que c'est relativement, en fait, un scrutin qui ne les mobilise pas plus que, qui est loin de pouvoir les mobiliser que celui des élections présidentielles, où là, la perspective d'une victoire de leur candidat était probable. L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron dans un autre sujet ne semble pas bénéficier à Valérie Ayé. C'est visiblement ça aussi un des autres enseignements, et les tendances, ça n'a pas infléchi la tendance, au contraire. Alors il faut comprendre que notre sondage, au fait, il n'a pas encore pris intégralement l'impact du discours de Sorbonne 2. Pour l'instant, on va attendre, puisqu'il y a encore des vagues d'enquête qui datent d'avant le discours. Donc on va voir un petit peu si les choses bénéficient, mais on y verra un peu plus clair à partir de demain. C'est ce qui on peut repréciser un petit peu comment fonctionne un rolling. C'est-à-dire que on a le sondage est fait tous les jours, et le panel, en tout cas l'électorat représenté, change à chaque fois au tiers. C'est ça. C'est ça. Et donc une partie des enquêtes ont encore été faites vendredi, quand il n'y avait pas encore eu l'impact médiatique du discours d'Emmanuel Macron. Et ceci dit, depuis, il y a eu un renouvellement un petit peu de l'échantillon. Sur ce renouvellement, on arrive à voir s'il y a un impact ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact, vu qu'elle continue à baisser de manière notable. Je vous rappelle qu'elle a perdu l'équivalent d'1,5 point depuis le milieu de la semaine dernière. Donc pour l'instant, les vagues qui arrivent sont plutôt à la baisse. Là, aujourd'hui, on a un demi-point de baisse au total. Tout compris depuis le début du rolling, ils sont en baisse de 3 points, la liste, les formations qui soutiennent cette liste. Alors si on jette un œil un petit peu au score, et en tous les cas à ce dont sont crédités les candidats, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que Valérie Ayé est aux alentours donc de 16%, c'est ça? C'est ça, 16% aujourd'hui, c'est son plus faible score. Elle avait jamais fait un score aussi bas depuis que l'IFOP la teste elle ou d'autres candidats Renaissance depuis au moins un an, et bien sûr depuis le rolling. Donc ça devient vraiment très préoccupant. On voit bien que le spectre des 15% s'annonce, et aussi le spectre de ce que bien sûr on appelle le croisement de courbe, qui est le grand moment des campagnes électorales. Alors on va revenir sur ces deux points. D'abord sans doute le spectre des 15%, c'est, on le disait tout à l'heure hors antenne, c'est la malédiction qui guette un parti au pouvoir pour les élections européennes. Et depuis notamment le crash de Rocard en 94, à cause de la concurrence, vous vous en souvenez bien, de la liste de Bernard Tapie, qui avait fait 12-13%. À l'époque, ça avait été un choc, mais on voit bien qu'on a vu le même avec la liste Sarkozy-Madeleine face à la liste de Villiers-Pasqua 5 ans plus tard, en 99. Donc on voit bien que quasiment systématiquement, pour
les partis au pouvoir, c'est typique du scrutin intermédiaire qui est un scrutin piège, qui est un scrutin où les gens expriment leur colère, leur mécontentement et qui se traduit par une sanction assez nette à l'égard de leur candidat. Ce qui est frappant, c'est que quand on cite le scrutin de 1994 ou le scrutin de 1999, il y avait des listes dissidentes qui étaient très fortes. Là, Valérie Yeye, il n'y a pas de liste dissidente. Toutes les listes du centre droit enfin, il y a peut-être une petite liste de centre droit autour de Jean-Christophe Romantin. Je dis petite parce qu'elle est créditée de moins de 1% dans le rolling pour l'instant. Mais toutes les listes, en tous les cas, il n'y a pas de liste UDI, il n'y a pas de liste Horizon, il n'y a pas de liste qui sont ou radicaux de gauche. Donc, le parti présidentiel, pour l'instant, fait le plein en termes de listes. C'est ça qui est quand même frappant. Oui, mais on voit bien que déjà à peu près 10% en fait des candidats, des électeurs Macron sont partis là aujourd'hui dans la liste Glucksmann. D'autres se dispersent un petit peu, soit dans l'abstention, soit dans la liste LR de Bellamy. In fine, au fait, il y a un gros problème d'incarnation. On se retrouve avec une candidate qui était encore inconnue des Français il y a encore 3 mois et qui peine bien sûr à imprimer et qui pour l'instant souffre bien sûr du désaveu assez général à l'égard du gouvernement. Est-ce que on sait ce qui alimente également la dynamique en faveur de Raphaël Glucksmann, parce que ce qui est assez frappant, et peut-être qu'on va revoir les courbes, c'est que pour l'instant, il est crédité de 14%, mais en langage sondagier, si je puis dire, 14%, ça veut dire marge d'erreur. Donc si on fait, et que la marge d'erreur est toujours de 2%, donc si on fait moins 2 pour Valérie Yeye et plus 2 pour Raphaël Glucksmann, c'est Glucksmann qui ferait 16% et Valérie Yeye qui ferait 14,5%. Donc ils sont vraiment dans l'épaisseur du trait, hein. C'est-à-dire qu'en termes de marge d'erreur, actuellement, on n'est même pas à 2, on est plutôt à 3-4, compte tenu du nombre d'effectifs réels, puisqu'on n'est pas sur 1000 personnes. Vous savez, on est sur le nombre de personnes inscrites ayant l'intention d'aller voter. Donc plus la taille de l'échantillon est réduite, plus la marge d'erreur est élevée. Donc là, en réalité, ils sont bien sûr totalement... Les deux listes sont dans la marge d'erreur et donc un croisement de courbe. Et pour l'instant, compte tenu en plus de la tendance qui est assez nette, est largement possible dans les 10 prochains jours. Est-ce que dans un autre... justement, avant de revenir sur les autres candidats, peut-être une dernière question sur Raphaël Glucksmann. Ce qui alimente la dynamique en faveur de Raphaël Glucksmann, c'est quoi? C'est les électeurs provenant de chez Mélenchon plus les électeurs provenant de chez Macron? Pas seulement. En réalité, il récupère une partie du vote Jadot. Vous voyez, bien sûr qu'il y a une partie de la gauche, plutôt pro-européenne et plutôt réformiste, qui avait voté Mélenchon et qui est, depuis, on va dire, au moins 2022, assez choqué et refroidi par la radicalisation mélenchoniste, ce qui leur pose un réel problème. Et parallèlement, il y a aussi, au fait, les Verts, qui avaient été les grands gagnants. Je vous rappelle, en 2019, ils avaient fait un score à 2 chiffres à la surprise générale. Et là, aujourd'hui, les plus grosses forces, ils récupèrent aujourd'hui 30% des électeurs Jadot. C'est quand même énorme. Ils captent 20% des électeurs Mélenchon et 10% des électeurs Macron. Donc aujourd'hui, il a réussi, au fait, à faire une concurrence à une liste LV qui vivote, avec une candidate qui reste peu connue et qui souffre encore, on va dire, de la tentation un peu gauchiste, en tout cas radicale, féministe, wokiste, d'une partie des Verts et qui a été incarnée, vous vous souvenez, durant la campagne par les débats entre Jadot et Rousseau. Et tout ce courant radical qui s'est traduit par, vous avez vu, des éliminations de différentes personnalités masculines ELV ont pu aussi refroidir une partie des électeurs dont on sait qu'ils sont beaucoup moins à gauche, beaucoup moins radicaux sur tout un ensemble de sujets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le féminisme radical, qui est quand même un sujet qui est très, en tout cas, valorisé dans une certaine sphère médiatique ou communicationnelle, elle a moins d'impact d'un point de vue électoral? Ah oui, bien sûr, depuis toujours. Les personnes qui sont les plus sensibles à ces discours, ce sont les jeunes, les diplômés, les femmes, des gens qui sont souvent extrêmement conscientisés, très militants, mais qui sont très peu présents. On sait très bien que de loin, les jeunes sont ceux qui votent le moins, autour de 20 à 25% au dernier scrutin. Donc le fait d'être très puissant, c'est chez les jeunes, et pas tous, c'est souvent plutôt chez les jeunes femmes et les jeunes femmes diplômées. Donc ça fait qu'une fraction limitée de la jeunesse.
être très puissants, comme peuvent l'être les écologistes sur cette cible, ne les rend pas du tout en situation de triompher auprès de l'ensemble de la jeunesse et encore moins de l'ensemble de l'électorat. Au niveau d'ailleurs du vote, on note pour l'instant une mobilisation. Ceci dit, au niveau du vote, on note une mobilisation des plus âgés, des plus diplômés, des plus aisés pour l'instant. Comme à tous les scrutins, hein, vous savez, depuis toujours, et encore plus dans un scrutin à faible participation comme les européennes. Vous savez bien que depuis le début des années 2000, on a une participation qui était structurellement en baisse, hein, qui a passé le seuil des 50%, qui tournait autour et qui devrait tourner encore cette année autour de 40 à 45%. Mais lors du dernier scrutin, on a vu une surprise avec un regain de participation, notamment des jeunes, sur la question écologiste. Hein. Vous savez, on avait les marches pour le climat, et puis d'un électorat un peu plus âgé, bourgeois, diplômé et pro-européen. C'est ce qui avait fait à la fin un score plutôt positif pour le parti la majorité présidentielle, pour les écologistes. Mais apparemment, ces tendances-là, en tous les cas, ne sont pas celles que l'on voit à l'œuvre à l'heure où on se parle pour les prochaines élections. Non, c'est bien le problème. Pour cette formation qui risque en fait d'être profondément affaiblie, comme on l'a dit à l'époque, le PS en 94 ou la droite en 99. Ou le PS en 2014 également. Exactement. Est-ce que les propos sur la GPA de Marion Maréchal peuvent lui nuire ou peuvent-ils au contraire la repositionner ? Alors, on sait bien que c'est la crise hein, au niveau de Reconquête. Hein, il y a eu plusieurs papiers qui montraient des tensions hein, entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Là, ils ont notamment aussi bénéficié de l'arrivée de la CNAFO en numéro 3 de la liste, qui vient revigorer un petit peu une liste qui est quand même sur la ligne de crête et qui a deux doigts de passer sous le seuil des 5%, puisque vous payez des marges d'erreur. Quand on la met à 5,5, hein, et nos confrères font pareil, elle peut bien sûr être à 3 ou à 7. Ouais. Si elle finit à 3, vous savez très bien que ça ils n'auront pas de députés et ils peuvent passer en dessous de 3 et ils n'auront même pas un remboursement. Ce qui, pour un jeune, une jeune formation, est problématique. Sur la question de la GPA, on est sur un sujet qui est extrêmement clivant. Vous savez, c'est un peu comme la question trans dans le féminisme. Ça fait exploser toujours les dîners à table, etc. La GPA, c'est quelque chose qui peut créer un certain consensus dans un électorat conservateur, notamment Bellamy, qui peut être sensible à ce type de discours. L'électorat RN, lui, pour être honnête, il est beaucoup plus jeune, déchristianisé, laïcisé et plutôt libertaire sur les questions de société. Il n'est pas anti-GPA par primaire, de même qu'il était plutôt pro-mariage pour tous, comme on avait pu le voir à l'époque. Au niveau des blocs, d'ailleurs, seul pour l'instant le bloc des droites radicales et souverainistes, donc qui rassemble le Rassemblement national et le Reconquête, augmente avec une augmentation légère. Oui, il est. Alors, là, aujourd'hui, il est aussi entre 38 et 40%, ce qui est quand même énorme hein, pour une droite nationaliste. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Pour info, ils sont à 10 points au-dessus de ce qu'on avait pu observer en 2019, quand on faisait le cumul du RN, de DLF, de Philippot, etc. Vous voyez, donc, on a quand même une droite nationaliste qui est à 10 points au-dessus de ce que c'était il y a 5 ans. C'est quand même énorme, et c'est bien sûr, ça se retrouve dans des projections de 16 qu'on vous fait, où ce sont bien sûr le Reconquête qui, si en tout cas il passe la barre des 5%, devrait gagner 5 points, et le RN qui devrait aussi bénéficier de ce regain d'électeurs. Bardella garde sa dynamique. Est-ce que la sûreté du choix est toujours solide en sa faveur ? La sûreté du choix pour les listes extrêmes, elle est toujours solide, que ce soit à la gauche ou à la droite. Les gens qui font le choix de ne pas... Et cet électorat va se mobiliser, parce que justement, c'était toujours la question dont souffraient ces formations. C'est la question. Globalement, ils sont quand même plutôt bien mobilisés aux 2 derniers scrutins européens. Hein, donc, on peut penser qu'on devrait être sur la même logique. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen, ce genre de scrutin, de donner de la force à des listes protestataires sans même pas prendre le risque qu'elles arrivent au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? On a quand même des gens qui votent RN en se disant qu'ils vont pas forcément faire mieux que la majorité actuelle, ou que même ils sont pas forcément au niveau pour conduire les affaires. Donc là, au fait, on est dans le vote un peu défouloir, comme toutes les élections de liste à la proportionnelle, et ils ont tout intérêt, ce que fait très bien Bardella, à nationaliser les enjeux et à en faire un vote sanction à l'égard du gouvernement. Ça a bien sûr en général un succès. Les Républicains résistent, mais peuvent-ils encore progresser ? Alors, la sûreté du choix, pour eux, est vraiment pas solide pour l'instant. C'est ce qui est inquiétant, c'est la tenaille. Hein, vous savez, Macrono-Le Penis, dans lequel ils sont fermés depuis 2017.
Le souci, je dirais, c'est aussi l'incarnation. On a quelqu'un comme Bellamy qui est qui n'est plus un nouveau. Hein. Vous savez, 2019, c'était le bal des débutants, c'était le bal des inconnus. C'est comme ça qu'on avait réduit un petit peu les candidats en 2019. Là, maintenant, vous avez Bardella, qui était aussi, c'était sa première grande campagne à Bardella. Il a gagné en notoriété de manière importante, plus de 35 points, et il a gagné 25 points de popularité entre 2019 et 2024. Par contre, Bellamy, lui, il a gagné 10 points de notoriété en 5 ans et 2 points de popularité. Ça veut dire que ça reste malheureusement pour LR un vote qui n'est qu'un vote de soutien à l'égard des Républicains. Il n'y a pas un effet de personnalité, il n'est pas capable, malgré toutes les qualités que tout le monde lui reconnaît, notamment sur le plan intellectuel et de rigueur dans tous les sens. On a quelqu'un qui malheureusement n'est pas en mesure de porter une liste comme peut faire par exemple bien sûr Bardella, Maréchal et même dans une moindre mesure Glucksmann, qui lui a réussi en 5 ans à gagner à la fois en notoriété et popularité. Merci beaucoup François Cros, c'est passionnant de vous entendre. Le Rolling IFOP est à retrouver sur le site du Figaro et sur le site de l'IFOP avec les commentaires et tous les chiffres.